titre de l'actualité ce 13 octobre 2020, contestation en Guinée. L'opposition a chiffré ce lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an. De nouvelles manifestations contre les violences policières ont rassemblé ce lundi au Nigeria quelques centaines de personnes à Abuja et Lagos. Et puis le dialogue libyen sous l'égide des Nations Unies, prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos, serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la Guinée où l'opposition a chiffré ce lundi à 90 au moins le nombre de personnes tuées en un an et ce, au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant, Alpha Condé. À moins d'une semaine de la présidentielle, le Front national pour la défense de la Constitution FNDC a publié une liste des victimes, selon lui, de la contestation au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019. 92 en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Au moins 45 ont été tués par balle, a dit le collectif réunissant des partis, des syndicats et des membres de la société civile. Selon Sekou Koundouno, un responsable du FNDC, sur les 92 morts, 8 ne sont toujours pas identifiés pour avoir été enterrés de nuit à la suite de violences survenues à Nzérékoré au sud autour du référendum constitutionnel controversé du 22 mars. Mais selon le gouvernement, ces chiffres sont dénués de fondement. Albert Damantang Camara, ministre de la Sécurité, a refusé de se prêter à une comptabilité macabre servant à une exploitation politique. Il y a eu des morts violentes que nous regrettons et nous travaillons à ce que cela ne se reproduise pas. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait 92, a-t-il dit. Il a reconnu au minimum 42 morts pouvant être liées au contexte politique, mais il a refusé qu'elles soient imputées aux forces de sécurité sur de simples témoignages. Le ministre de la Sécurité a réaffirmé la volonté des autorités de rechercher les coupables et indiqué que, depuis le 22 mars, un élève gendarme et un militaire avaient été mis en cause par la justice pour leur agissement. Depuis un an, le FNDC a mobilisé à plusieurs reprises des milliers de personnes contre cette candidature. La protestation a été plusieurs fois durement réprimée. Les défenseurs des droits humains ont reproché aux forces de sécurité un usage excessif de la force, notoire de longue date. Ils ont aussi fustigé une tradition ancienne d'impunité. Au Nigeria, de nouvelles manifestations contre les violences policières ont rassemblé ce lundi quelques centaines de personnes à Abuja et Lagos. Ces nouvelles manifestations ont eu lieu malgré la dissolution la veille par les autorités d'une unité de police controversée. La contestation populaire naît sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SARS tuant un homme à Ughelli dans l'état de Delta au sud du Nigeria, amené à l'annonce ce dimanche par la présidence nigériane de la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Mais cela n'a pas réussi à calmer les esprits. Des manifestants ont bloqué ce lundi une rue d'Abuja, la capitale nigériane, pour réclamer la dissolution de la SARS, une unité spéciale dans la lutte contre la criminalité, homicide, enlèvement, vol. Cette dernière est accusée de racketter la population d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Vous voyez donc qu'on ne peut pas faire confiance à l'inspecteur général de la police car il nous a donné sa parole qu'en tant que manifestant civil, pacifique, aucun mal ne nous serait fait et pourtant il a manqué à sa parole. Comment pouvons-nous lui confier une tâche aussi importante que le démantèlement de la SARS? Nous ne lui faisons pas confiance. And I am just a young Nigerian and I am angry. Je ne suis qu'un jeune Nigérien et je suis en colère et nous sommes tous en colère ici. Nous voulons que la violence policière cesse. Nous voulons que le démantèlement de la SARS soit complet, confirmé avec la Constitution. Nous voulons que le président du Nigeria nous parle. Nous sommes son peuple. À Lagos, mégapole immense de 20 millions d'habitants, des milliers de manifestants se sont réunis toujours ce lundi dans différents endroits de la ville, bloquant les principaux axes routiers et l'aéroport international.
En Tanzanie, les opposants ont le sommeil troublé. Les autorités ont accru la répression à leur endroit, utilisant un important arsenal législatif pour entraver leur tentative de faire campagne. Les élections générales sont prévues, rappelons-le, pour le 28 octobre prochain. Chevalier anticorruption pour ses partisans, le président John Magufuli, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire et d'avoir restreint les libertés publiques depuis son élection en 2015, brigue un second mandat. Le gouvernement de Magufuli s'est doté d'un formidable arsenal de lois pour entraver toute forme de dissidence et limiter efficacement la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique à l'approche des élections, explique Amnesty International dans un nouveau rapport. La commission électorale tanzanienne a début octobre suspendu pour 7 jours la campagne du principal adversaire du président Magufuli, Tundu Lissu, membre du parti d'opposition Chadema, pour cause de propos séditieux et d'accusations infondées violant les lois électorales. Selon Amnesty, la police a également fait appliquer de façon sélective et partisane la loi sur les réunions publiques afin d'empêcher l'opposition de se rassembler et de tenir des meetings pendant que le parti au pouvoir, le CCM, a toute latitude pour organiser des rassemblements similaires. Amnesty qualifie cette situation de signe extrêmement inquiétant et malsain. Les autorités ont également suspendu des médias sur la base de lois répressives et vagues. Les États-Unis d'Amérique maintiennent le Soudan sur la liste des pays soutenant le terrorisme, malgré le changement du régime sous lequel Oussama Ben Laden avait trouvé refuge dans le pays. Ce qui n'est pas du goût de l'actuel Premier ministre soudanais qui dénonce les conséquences de ce statu quo. C'est depuis 1993 que les États-Unis d'Amérique ont inscrit le Soudan sur la liste noire des pays soutiens du terrorisme. À cette époque, Oussama Ben Laden, chef du groupe Al-Qaïda, auteur des attentats du 11 septembre 2001, séjournait dans le pays. Mais en 1996, le terroriste a été expulsé du Soudan. Le gouvernement d'Omar el-Béchir, qui lui aurait accordé son hospitalité, a aussi été renversé en avril 2019. Autant de faits qui, aux yeux des autorités soudanaises, devaient faire sortir leur pays de cette liste noire. Mais rien n'a changé jusqu'ici. Les conséquences de ce blocus paralysent l'économie du Soudan, au dire du Premier ministre Abdallah Hamdok, qui pousse un coup de gueule dans un entretien publié ce dimanche par le quotidien britannique Financial Times. Au-delà des conséquences économiques, le pays qui vient d'amorcer un processus de paix à l'interne avec la signature d'accords avec des groupes de rebelles risque de retomber dans des conflits qui ne garantiraient pas le maintien de la démocratie jusqu'aux élections prévues en 2022, pense le Premier ministre. Certaines sources indiquent que les États-Unis d'Amérique conditionneraient le retrait du Soudan de la liste noire des pays soutenant le terrorisme à une reconnaissance d'Israël par Khartoum. Le Premier ministre affirme qu'il ne s'agit là que des rumeurs. Le Soudan poursuit ses efforts de pacification avec des actions en justice contre ceux qui auraient été responsables d'actes répréhensibles. L'ancien président Omar el-Béchir est déjà devant la justice à Khartoum pour répondre du coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. Le Soudan s'est engagé à livrer Omar el-Béchir à la CPI afin qu'il soit jugé pour crimes de guerre et génocide dans le cadre du conflit au Darfour en 2003-2004 qui a fait 300 000 morts et des millions de déplacés. Je le disais en titre, le dialogue libyen sous l'égide des Nations Unies prévu en Tunisie début novembre pour tenter de sortir la Libye du chaos serait ouvert aux dirigeants ne visant pas de postes gouvernementaux. L'ONU les exhorte à privilégier l'intérêt national. Le dialogue interlibyen de Tunis, qui débutera le 26 octobre par visioconférence, avant de se poursuivre début novembre en face à face, réunira de nombreux membres du Parlement de Tobrouk à l'est et du Haut Conseil d'État à l'ouest, ainsi que des participants sélectionnés par l'ONU. Les conditions de participation établies par l'ONU sont claires, voire des gens qui ne sont pas là pour leur propre carrière politique, mais pour leur pays. L'objectif de cette réunion est d'arriver à des élections nationales.
Je pose comme condition à ceux qui veulent participer à ce dialogue de se retirer de courses potentielles aux hautes fonctions gouvernementales. Cela inclut le Conseil de la présidence, la position du Premier ministre, les postes de ministres et les positions de souveraineté. Les personnes qui seront présentes, elles représentent vraiment la diversité de la Libye. C'est approprié pour des membres du Parlement de Tobrouk à l'Est et du Haut Conseil d'État à l'Ouest, les deux institutions qui ont émergé de l'accord libyen de Chirat. Nous avons besoin d'eux dans ce dialogue car ils doivent assumer leurs responsabilités dans cette nouvelle phase en Libye. Interrompu à maintes reprises depuis les accords de Skirat au Maroc en décembre 2015, le processus politique libyen a été mis à mal par l'offensive militaire du maréchal Haftar qui a tenté sans succès d'avril 2019 à juillet 2020 de prendre le contrôle de Tripoli. Les deux camps rivaux, encouragés par l'ONU, sont retournés en septembre à la table des négociations avec des réunions thématiques institutionnelles au Maroc, militaires en Égypte et politiques en Suisse. La sprinteuse Muriel Aouré, vice-championne du monde du 100 et 200 mètres en 2013 à Moscou, a été nommée ambassadrice de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer ma nomination en tant qu'ambassadrice nationale UNICEF. Je m'engage aux côtés de l'UNICEF et milite pour un cadre plus adapté à l'épanouissement des enfants par la pratique du sport. C'est grâce à vous que je vis ce rêve. Merci à tous, a affirmé la championne du monde en salle du 60 mètres sur son compte Facebook ce lundi. Première athlète ivoirienne médaillée à des championnats du monde en plein air, finaliste du 100 et 200 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Muriel Aouré, porte-drapeau de la délégation ivoirienne aux Jeux de Rio 2016, a été championne d'Afrique du 100 mètres en 2016 et du 200 mètres en 2014. Et c'est sur cette nomination de Muriel Aouré que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.